Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui du rôle des syndicats dans le devoir de vigilance. Alors, nous avions déjà abordé le rôle des organisations syndicales dans un podcast précédent avec Isabelle Schaumann, donc de la CES et donc au niveau européen. Et pour approfondir le sujet aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Moreau-Avila. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors, tu es assistante confédérale de Branislav Rugani, qui est secrétaire confédéral de Force ouvrière en charge des questions européennes et internationales. Et donc Force ouvrière, une organisation syndicale française, évidemment, et vous venez de publier justement un guide sur le devoir de vigilance à destination de vos militants, et on va y revenir. Alors, est-ce que tu peux déjà nous présenter Force ouvrière ? Oui, merci de m'avoir invitée. Du coup, Force ouvrière, c'est une des 3 plus grosses centrales syndicales françaises. On a à peu près une vingtaine de fédérations, donc c'est les organisations par secteur d'activité et 103 unions départementales. Une de nos valeurs principales, c'est l'indépendance syndicale. Et je pense que si pour nous le devoir de vigilance c'était important, c'est aussi parce qu'on est une organisation syndicale qui a été très vite basée sur les valeurs internationales. Et pour nous, la solidarité syndicale internationale, c'est vraiment très important. La personne qui a créé Force ouvrière en 1948, elle a participé à la création de l'Organisation internationale du travail et des centrales syndicales internationales comme la Confédération internationale des syndicats libres. Et puis ensuite, FO a joué importante dans la création de la CSI, la Confédération syndicale internationale. D'accord. Et donc, vous portez un regard, évidemment, depuis 2017 sur les pratiques des entreprises françaises, donc en application de la loi française. C'est quoi vos principales critiques, ou pas d'ailleurs? Peut-être que ce ne sont pas des critiques. Sur la loi française, je pense que maintenant on peut commencer à faire un peu le bilan. Et pour nous, la directive, c'est aussi, ça pourrait permettre aussi de tirer les conséquences de la loi française. Je pense que la première critique en tant qu'organisation syndicale, c'est le fait que ce soit une loi qui n'existe que dans le Code du commerce, qu'il n'y a aucun renvoi au Code du travail. Et quand on est délégué syndical, normalement, on a l'habitude de se référer au Code du travail. Et pourtant, on fait référence aux organisations syndicales représentatives dans les articles de la loi sur le devoir de vigilance, mais sans faire référence à ce qu'on connaît d'habitude, qui est l'information-consultation ou la négociation collective. Et on pense que le fait qu'il n'y ait pas de rôle consacré vraiment pour les organisations syndicales dans le droit du travail, ça aboutit à oublier un peu les organisations syndicales dans les processus de vigilance et plutôt à privilégier les ONG ou d'autres parties prenantes que les organisations syndicales. Ça, je pense que c'est la première grosse critique, une sorte d'oubli du monde du travail sur les thématiques de devoir de vigilance. L'autre souci au fait que ce soit pas dans le Code du travail, c'est que on augmente le nombre de prérogatives qui sont allouées ou donner aux organisations syndicales sans augmenter les moyens qui sont à leur disposition. Et quand on demande d'être impliqué sur le devoir de vigilance, ça demande un travail qui est considérable, parce que ça veut dire en gros de savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde, d'être en mesure de le dire à l'entreprise et puis de proposer des mesures pour éviter que ça se produise. Alors les entreprises, elles sont accompagnées par des experts, par des cabinets qui sont spécialisés sur ces questions-là, mais en tant que délégué syndical, on serait censé être capable de répondre à tous ces points-là. Et nous, à Force ouvrière, ce qu'on demande, c'est que être impliqué sur les questions de devoir de vigilance, ça passe aussi par une augmentation des heures de délégation, la possibilité d'avoir droit à de l'expertise et éventuellement la mise en place de réunions avec d'autres syndicats dans d'autres pays du monde pour avoir des infos sur ce qui se passe. Et sans ça, il nous semble que c'est un peu, ce serait un peu absurde de dire voilà, on vous a consulté, mais on vous a donné aucun moyen pour vous répondre et pour vous avoir un vrai rôle de contre-pouvoir au sein de votre entreprise.
La deuxième chose, c'est peut-être le périmètre des entreprises concernées. On était un peu... c'est compliqué parce que du coup, il faut toujours se poser la question de est-ce que mon entreprise elle est couverte avec des seuils qui sont pas très faciles à comprendre dans les entreprises. Et le fait qu'il n'y ait pas de liste d'entreprises qui sont concernées par le devoir de vigilance, ça rend aussi un peu compliqué les choses. Ce qu'on souhaitait aussi, c'était d'avoir une autorité de suivi sur les plans de vigilance, parce que le problème, c'est que tous les plans de vigilance ne sont pas recensés à un seul endroit, donc parfois la première difficulté, c'est juste de trouver le plan de vigilance. Et on trouve que c'est un peu dommage que ce soit déjà une difficulté à ce niveau-là. Et on regrette que les sanctions qui nous semblaient plus efficaces aient été censurées par le Conseil constitutionnel. Après, peut-être que je vais arrêter la liste très longue des critiques, mais il nous semble aussi compliqué de mettre en jeu la responsabilité des entreprises telles que les règles sont fixées actuellement, et le fait qu'il n'y ait pas de renversement de la charge de la preuve, tout le mécanisme de la preuve, c'est-à-dire qu'il faut prouver que, a priori, si le plan de vigilance avait été mieux rédigé ou s'il y en avait eu un, alors le dommage n'aurait pas eu lieu. Alors à ce moment-là seulement, on peut mettre en jeu la responsabilité des entreprises. Et bon, ça fait un peu, je me rappelle de mes cours de droit, preuve diabolique, quoi. C'est quasiment impossible à mettre en œuvre. Et même pour les organisations syndicales qui ont, parce que c'est aussi quelque chose qui est porté par les ONG, ce renversement de la charge de la preuve, avec une question aussi de l'accès à l'information. Et alors même que les organisations syndicales en interne sont censées en tout cas avoir plus accès à de l'information que des parties prenantes externes, par exemple. Oui, non, c'est clair. Et puis je pense aussi que sur toute la question du contentieux, il y a peut-être une vision différente entre les organisations syndicales et les ONG, dans le sens où en tant qu'organisation syndicale, on a l'habitude du dialogue social, on a l'habitude de la négociation collective, et le contentieux, c'est toujours ce qui arrive en dernier recours. On dit pas à nos affiliés, il faut aller en justice demain, c'est pas du tout ça l'objectif. Mais pour nous, la grande avancée de la loi sur le devoir de vigilance, c'est qu'il y ait des moyens de contrainte, parce que la position de Force ouvrière sur la RSE, ça a toujours été une importante opposition. Parce qu'on disait, en fait, s'il n'y a pas de moyens de contrainte, c'est impossible. Parce que c'était volontaire. Ouais, c'est ça. Et du coup, le fait que là, il y ait la possibilité quand même de dire à l'entreprise, écoutez, si vous faites pas ça, nous, on peut aller en justice, on pense que ça va permettre de vraiment améliorer les choses. Et vous n'avez pas de portée de contentieux encore. En même temps, il n'y a eu qu'un contentieux syndical, c'est Sud PTT contre la Poste. Puis il y a celui contre Yves Rocher. Et contre Yves Rocher, qui est un syndicat turc. Oui, c'est ça. Et justement, donc vous avez fait un guide qui est paru en fin d'année dernière. C'est à destination de vos représentants syndicaux, et c'est pour leur donner les moyens d'agir et de challenger pratiques des entreprises. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Ouais, en fait, tout est parti. On avait déjà organisé il y a un moment une session d'une semaine sur le devoir de vigilance. On s'était dit que peut-être une semaine sur le devoir de vigilance pour nos délégués syndicaux qui sont déjà très occupés, c'était peut-être un peu beaucoup. Et ensuite, on a publié un rapport IRES sur comment étaient impliquées les organisations syndicales dans les processus de vigilance. Et en fait, ce rapport-là, il donnait quelques enseignements. Le premier, c'était d'abord de constater que les entreprises ont majoritairement des réticences à consulter les organisations syndicales. Donc je sais que dès que je dis ça, les entreprises se hérissent un peu parce qu'elles me disent mais non, on a consulté, c'est pas possible de dire un truc pareil. Et c'est vrai que quand on regarde les plans de vigilance, on voit effectivement il y a eu une consultation, mais nous quand on demande à nos affiliés, on leur dit ok, moi je vois dans le port de vigilance de telle boîte que vous avez été consultés, que les organisations syndicales représentatives ont été consultées. Et le problème, c'est que dans les cas, ce qui n'est pas la majorité des cas, mais dans les cas où les organisations syndicales ont été consultées, c'est souvent une fois que le plan de vigilance a été publié, c'est souvent une présentation PowerPoint de 1 minute. Et il me semble que si l'objectif c'est de réduire les risques dans les chaînes d'approvisionnement, ça peut pas se faire comme ça. Et c'est souvent aussi avec une impossibilité totale pour les organisations syndicales de faire des commentaires qui soient pris en compte. Parce que c'est très bien de dire, voilà, c'est le plan de vigilance, vous en pensez quoi ? Mais si on ne reprend aucun des commentaires... C'est une information, en fait. C'est ça, c'est juste une information. Et vraiment une information à minima, parce que je pense que ça permet vraiment pas à nos délégués syndicaux de se dire ok, bon bah c'est ça que l'entreprise a mis en place. Parfois c'est vraiment peu détaillé. Et pour ne pas rejeter la faute que sur les autres, le deuxième enseignement qu'on a tiré de ce rapport-là, c'est aussi qu'il y avait un manque de formation de notre part sur ces questions-là, et que tous nos militants n'étaient pas tous au courant de ce que c'était le devoir de vigilance.
Et je pense que il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que, encore une fois, c'est pas dans le code du travail. C'est aussi différent de la logique du droit du travail, parce que, à mon sens, le devoir de vigilance, c'est aussi une démarche progressive. On va pas pouvoir réduire tous les risques, on va pas pouvoir mettre fin à tous les risques du jour au lendemain dans la chaîne d'approvisionnement. Et du coup, c'est pas exactement pareil. Normalement, en droit du travail, on dit, écoutez, il y a un certain nombre d'heures maximales par semaine, voilà, c'est comme ça, et on peut pas dire, on mettra ça en place dans 2 ans. C'est plus précis, sur des enjeux plus précis. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'il y a ça, et je pense aussi que la tâche est immense, en fait. Et la troisième raison, c'est peut-être aussi notre responsabilité de mieux former, et c'était un peu l'objet de ce guide-là, et de faire un truc très court, et puis très accessible, parce que je pense que personne n'a le temps de lire un rapport de 400 pages sur le devoir de vigilance. Et par nous, parce qu'on est experts. Oui, c'est ça. Et puis l'autre objectif, c'était aussi de se dire, d'essayer de faire des liens entre le droit du travail que nos délégués syndicaux connaissent et leur mandat, les obligations ou les droits qu'ils ont habituellement, droit d'information, consultation et droit à la négociation collective, de faire un peu les liens entre les deux, parce que pour essayer justement de se dire, ok, c'est pas dans le code du travail, mais on peut quand même faire des liens, et c'est un peu un travail d'interprétation finalement. Du coup, le guide, il fait même pas une 50aine de pages, il est disponible sur Internet, et on est un peu parti le point de départ, c'était, ok, je suis déléguée syndicale centrale d'une grosse entreprise, qu'est-ce que je fais quand j'entends parler du devoir de vigilance ? Et on l'a décliné en plusieurs étapes. La première étape, c'est est-ce que mon entreprise est couverte par le devoir de vigilance ? Oui, et puis vous essayez d'intégrer là où dans les choses existantes en fait qu'ils ont l'habitude de connaître, les moyens pour rajouter, si je puis dire, du devoir de vigilance sans en faire un exercice complètement à part entière, etc. Oui, c'est vraiment ça, de se dire on a déjà des moyens, il y a déjà des choses qu'on connaît, parce qu'en fait, quand on avait fait les entretiens pour le rapport IRES, c'était intéressant. On demandait, la première question, c'était est-ce que tu as déjà entendu parler du devoir de vigilance ? Est-ce que tu as déjà été consulté ? Et dans l'immense majorité des cas, c'était non, je sais pas, et en plus, globalement, ça sert à rien. Et en fait, quand on creuse, on se rend compte que c'est pas vrai du tout, et c'est pas ça la réalité de ce qui est fait en entreprise et de ce qu'ils pensent. Et je me rappelle d'une fois où on avait un délégué syndical central qui nous expliquait qu'il y avait une grève de la faim à l'autre bout du monde pour X raisons. Et que le syndicat sur place leur avait fait remonter l'information, et que eux, en France, étaient allés voir la direction en disant mais il y a le devoir de vigilance maintenant, vous pouvez plus laisser passer ça, parce que sinon vous pouvez être condamné, et votre responsabilité elle peut être mise en jeu. Et je pense que c'était un peu de partir de ce constat-là. C'est vrai que ça paraît pas évident ce qu'on peut faire avec le devoir de vigilance, mais l'objectif c'est effectivement comment, dans le cadre de vos mandats et dans le cadre de vos activités habituelles, vous pouvez utiliser pour vous et aussi pour les autres syndicats dans le monde entier ce devoir de vigilance. Ce qu'on voit, nous, dans les plans de vigilance en termes d'association des organisations syndicales, c'est notamment via les accords cadres internationaux. Vous avez une position, FO, là-dessus, sur comment les accords cadres peuvent être un outil de dialogue et d'effectivité, finalement, du devoir de vigilance ? Oui, nous déjà, quand on a été consulté par la Commission européenne et par la Confédération européenne des syndicats sur le projet de directive, on disait c'est important que les organisations syndicales soient impliquées à tous les niveaux syndicaux, donc au niveau national, européen et international, et à toutes les étapes. Et il nous semble qu'effectivement la voie des accords cadres mondiaux, et c'est un peu le retour de nos militants aussi, c'est la bonne stratégie, parce que c'est important que les syndicats français soient consultés, parce qu'ils ont une bonne connaissance de l'entreprise et de la société mère, et ils ont peut-être une vision plus globale qu'une filiale à l'autre bout du monde, mais c'est fondamental qu'on implique tout un réseau de travailleurs, et que parce que, encore une fois, comme il n'y a pas à part au moment du mécanisme d'alerte, il n'y a pas d'implication obligatoire des organisations syndicales, et du coup ça permet aussi de prévoir une implication des syndicats qui soit négociée et qui soit pas décidée unilatéralement. Donc de dire, ok, les fédérations syndicales internationales vont négocier avec l'entreprise multinationale pour décider de quel est le rôle pour les organisations syndicales. Et les premiers accords qui ont été renégociés ou négociés là ces derniers temps sur et qui portent sur le devoir de vigilance, ils intègrent des dispositions. Parfois c'est à minima et ça dit juste telle fédération est une partie prenante et doit être consultée sur le devoir de vigilance. Et parfois ça va plus loin en disant
En cas de violation grave, on peut aller sur place, on peut envoyer une délégation conjointe, donc de représentants des travailleurs et de l'employeur, pour voir ce qui se passe et essayer de mettre fin à ce problème-là. Oui, et un rôle de suivi et d'indicateur, et ça crée en fait un regard un peu organisé, un autre regard un peu organisé de la part des organisations syndicales sur la démarche de vigilance, et à tout niveau, puisque évidemment il y a les fédérations syndicales internationales, mais elles s'appuient, j'imagine, quand même sur les personnes en local. Non, c'est clair. Et puis je pense aussi que du coup ça permet aussi de rendre plus connu le devoir de vigilance chez les autres affiliés de ces fédérations, oui. Parce qu'en France, on a bien formé tous nos délégués syndicaux maintenant, et on a cet outil-là, là, ce guide qui est assez pratique d'utilisation, mais il faut aussi qu'un syndicat dans un autre pays, il soit au courant que ça existe, et il soit au courant qu'il peut l'utiliser parce que son entreprise, c'est le sous-traitant de telle entreprise française qui, elle, est couverte par le devoir de vigilance. Et oui, c'est un relais de diffusion aussi assez précieux. Donc on a eu la décision La Poste, donc encore une fois, première décision de fond, en plus portée par un syndicat sur des questions de sous-traitance en France. Est-ce que tu as un regard à porter sur cette décision ? Est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser, ou comment vous allez la mettre en avant ? Je pense que les premières décisions de justice qu'on a eues, elles sont quand même toutes allées dans un sens assez similaire, qui était de dire il faut consulter, et il me semble que La Poste a été condamnée, c'est un grand mot, mais doit maintenant consulter les organisations syndicales représentatives, au moins pour la mise en place du mécanisme d'alerte. Et il y avait une autre décision qui disait si vous consultez vos parties prenantes, vous avez moins de risques d'aller au contentieux. Et je pense que tous ces arguments-là, c'est aussi des arguments pour nos délégués syndicaux de dire ok, dans les textes, il n'y a pas d'obligation de vous consulter, il n'y a pas d'obligation de négocier avec vous sur ces sujets-là, mais par contre, les juges ont dit que si vous ne le faites pas, vous avez plus de chances de voir votre plan contesté en justice. Oui, c'est présenté comme une condition d'effectivité de la démarche, en fait. Tu as parlé un peu de la position de la directive européenne. Donc là, à l'heure où on enregistre, on n'est pas sûr. Il est très peu probable qu'elle passe. Alors peut-être que d'ici là, on aura des informations. Mais vous, c'était quoi votre regard sur la directive européenne ? Est-ce que vous avez porté des messages donc auprès peut-être de vos équivalents au niveau européen, et sur le dialogue parties prenantes, ce qui avait été ajouté à la fin dans le texte de l'accord en trilogue, est-ce que ça vous paraissait suffisant ou pas ? Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, notre première revendication, c'était de dire il faut un rôle pour les organisations syndicales, et il faut une vraie inclusion du monde du travail. Donc ça veut dire il faut que les droits sociaux soient pris en compte, que ce soit pas uniquement des trucs très loin des travailleurs, mais il faut que le monde du travail dans son entièreté soit couvert. On était content qu'il y ait une autorité administrative, on verra comment ce sera mis en place, mais pour nous c'était une vraie demande, parce qu'on a un peu le sentiment que les entreprises font leur plan de vigilance et ensuite il n'y a pas vraiment de suivi possible, tout est un peu, je ne sais pas si je peux vraiment dire ça, mais un peu perdu dans la nature après. Et on se disait qu'une autorité de suivi, nous on demandait à ce qu'elle soit tripartite. Ça pourrait permettre plus d'effectivité de ces démarches de vigilance, et puis de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, et puis de faire des études sur comment fonctionnent les plans, comment tout ça fonctionne. Nous, on était à peu près satisfaits de l'accord en trilogue. En fait, ce qu'on se dit, c'est que de toute façon, il y aura toujours moyen d'améliorer ensuite les choses, mais que là, c'est vraiment hyper important qu'il y ait quelque chose au niveau européen pour qu'on ait plus d'entreprises couvertes. Et puis, si on a une directive au niveau européen, c'est encore toujours la même réflexion, mais c'est de se dire que ça permet de sensibiliser plus de syndicats à cette question-là, de rendre plus de personnes au courant que ça existe, et que ça peut être un levier dans l'action syndicale et dans l'action syndicale internationale. Et rien que pour ça, c'était un bon élément. Après, on est un peu critique, on aurait aimé que ce soit encore mieux que ce qui était prévu, mais c'est vrai qu'on n'est pas très optimiste sur la suite des événements là. Merci pour tout. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio. Réalisé par Marin Hirsinger.